Au commencement, il y a un peu plus de 4 milliards d'années, la Terre était une boule de feu qui subissait des bombardements venus du système solaire. L'atmosphère terrestre, constituée de gaz lourds comme le méthane ou l'ammoniac, était irrespirable. La vie, elle, impossible. Mais des millions d'années de collisions, d'éruptions et de combustion entraînent la libération de gaz emprisonnés à l'intérieur du globe terrestre. Le diazote, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone se libèrent. C'est de la fureur des volcans qu'est apparu le climat. Car la propagation de ces molécules est à la source de toute chose. La forte quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère va entraîner un véritable déluge qui va favoriser la dispersion du dioxygène dans l'air et nous offrir un berceau, les océans. Nous sommes nés ici, en plein nulle part et par hasard, sur cette planète bleue recouverte à 71% d'eau. Et s'il a fallu des milliards d'années et des conditions idéales pour que nous voyions le jour, il ne suffira peut-être que d'un réchauffement climatique pour nous faire disparaître. Le ciel, les hommes et la mer sont ainsi étroitement liés dans un fragile équilibre. L'océan régule même le climat de la Terre, jusqu'à en être son poumon principal. Pour mieux comprendre son rôle, nous vous emmenons aux quatre coins du monde. Dans l'Atlantique, avec l'équipe scientifique Tara qui cherche dans l'eau les origines du climat. Au large du Pérou, avec les pêcheurs de calamars géants, car sous leurs pieds la mer reprend son souffle. Sur les rives de l'océan Arctique, où quelques météorologues jouent les sentinelles du temps. Pour l'heure, notre voyage commence entre mer de Célèbes, archipel de Sulawesi et détroit de Makassar. Merveilleux triangle de biodiversité où les derniers nomades des mers, les Bajau Laut, vivent encore au rythme de ce que l'océan a à leur offrir. Si leur destin est lié à l'océan, leur histoire, ils la doivent au climat. Car selon la légende, un déluge submergea leur terre d'origine et les obligea à se réfugier sur leur bateau. Ils dérivèrent pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à arriver dans ce coin du monde aux allures de paradis. Depuis lors, ils vivent en équilibre sur le fil de l'horizon, attentifs aux moindres variations du ciel. Et aujourd'hui comme hier, le chef de clan Baisaran et son fils Konaldati s'apprêtent à sonder la mer en quête du poisson quotidien. Celle-là même qui, depuis la nuit des temps, leur raconte au gré du clapotis les origines du monde. Pour nous, l'humanité a été créée par les esprits des anciens. Ils ont mis au monde 4 peuples aux particularismes distincts. Ces peuples ont été placés aux 4 coins de la Terre, formant ainsi 4 nations. 4. Les esprits ont proposé à chacun des peuples de faire un choix. À nous, les Bajau, il nous a été demandé de choisir entre savoir écrire ou maîtriser l'océan. Les anciens ont choisi l'océan. Ils ne voulaient pas apprendre à écrire. C'est pourquoi depuis la nuit des temps, les générations de Bajau se succèdent et vivent de la mer. Notre affaire, c'est de pêcher. La pêche au filet, à la ligne, c'est notre destinée. On est habitué à cette vie-là. Notre univers, c'est ici. Si on est trop longtemps à terre, notre corps devient brûlant. Les Bajau sont intimement liés au climat et aux agitations du ciel. Ils connaissent les bienfaits rafraîchissants et régulateurs de l'océan. Mais leur héritage a ses codes et ses appréhensions. Si on provoque la mer, alors que les esprits nous disent « ce n'est pas bien », eh bien on se comporte mal. Et immédiatement des choses nous arrivent. On se blesse ou on tombe malade.
On n'est pas riche, pas plus que pauvre, mais il nous faut trouver notre subsistance. Et ça passe par le respect. C'est comme ça. Les Bajau respectent la mer pour qu'elle soit nourricière. Ils ne lui prélèvent que ce dont ils ont besoin pour vivre. Ils dépendent de ses bons vouloirs et des caprices du ciel aussi. La pluie se met à tomber, le vent à se lever. Conaldati, quant à lui, donne l'ordre d'ancrer les bateaux au récif et de faire preuve de patience. Tu risques ta vie quand le ciel se déchaîne. Si la tempête passe à côté, tant mieux. Mais le pire, c'est quand tu es pris dedans. Si le bateau prend l'eau, par exemple, il y a ceux qui savent nager et qui s'en sortent. Et il y a ceux qui meurent. Il y a beaucoup d'histoires de naufrages. Beaucoup y ont laissé leur vie, crois-moi. Ils se sont laissés surprendre par de forts vents, et voilà. De nos jours, le risque est plus grand encore. Le vent du sud est de plus en plus fort. Et si les vents sont ne serait-ce qu'un petit peu plus forts qu'aujourd'hui, on ne contrôle plus rien. Il n'y a rien qu'on puisse faire à part attendre et faire le dos rond. Les anciens, eux, pouvaient faire fuir la pluie, rien qu'en soufflant sur les nuages. Mais nous, on ne sait plus comment faire. Ils avaient des formules magiques. Si on les connaissait, on les aurait déjà récités. Mais on les a oubliés. Toutes les civilisations ont une histoire jalonnée par des déluges, des inondations ou des tempêtes. L'histoire de l'homme est liée à celle du climat depuis la nuit des temps. Le vent tombé, Baysaran et Conaldati ont décidé de lever l'ancre, partir en quête de poissons, là où le ciel serait plus clément. Ailleurs. Au même moment en Russie, au bord de l'océan Arctique, le soleil fait son apparition sur la petite station météo de Rodovarika. C'est parce que les légendes ne pouvaient pas tout expliquer que la science et avec elle la météorologie sont nées. Pour tenter de comprendre les phénomènes climatiques, l'homme a alors éprouvé le besoin de venir s'installer dans les coins les plus reculés de la planète. L'Arctique russe est une de ces zones stratégiques. Une page de l'histoire du climat se joue dans cette région polaire. De la glace et de la rouille, quelques baraquements qu'on dirait abandonnés. Le premier village a des jours de motoneige. La recherche climatique ne se contente pas de la rutilance des satellites. Là, Slava Korotk est l'un des derniers à vivre dans la pure tradition des expéditions scientifiques polaires de l'ex-Union soviétique. C'est un polarnik, un cosmonaute de la météorologie, un explorateur du froid. Oublié tout au nord du monde, Slava vit au rythme de ses relevés météo, à la conjonction du temps qu'il fait et du temps qui passe. Cette bande nous permet de savoir quelle durée d'ensoleillement on a eu ici. Tout ça est noté, enregistré, envoyé. Toutes les 3 heures, Slava relève la température, la pression atmosphérique, les précipitations. Une fois par semaine, il part mesurer l'épaisseur de la banquise. Sous ses pieds, quelques centimètres de glace le séparent de l'océan Arctique. Nous faisons ça essentiellement pour étudier la banquise.
Parce que l'accumulation des glaces dépend de la couche de neige, de la hauteur de la neige, de sa densité aussi. Ici, l'épaisseur de la glace est de 70 à 90 cm. Surveiller l'épaisseur de la banquise est capital, car son manteau blanc renvoie les rayons du soleil et protège l'océan Arctique du réchauffement. La région est un véritable pôle froid, vital pour le fonctionnement du climat. C'est relevé à la main. Slava part transmettre le bulletin de santé de la glace et du ciel. C'est à 8h30 précise tous les jours qu'il a rendez-vous. Son seul contact avec l'extérieur, il le doit à un radiotransmetteur. Tu me reçois, c'est pour la météo, la météo. Oui, oui, oui. Ah, следи. 23 103. 23 103. 23 103. 419 97. 419 97. 110 46. Troisième section. 210 87. 210 87. Même à l'heure des satellites, les stations météo au sol restent indispensables. Les relevés de Slava n'ont beau tenir qu'à un fil, ils sont fiables. Ces données seront utilisées par les prévisionnistes du monde entier pour modéliser le climat et comprendre ce qui change d'année en année. Car en météorologie, tout est connecté. Les différences de température et de pression entre les pôles et l'équateur vont ainsi créer les vents et les courants. Et les courants eux-mêmes, tantôt de surface, tantôt de profondeur, vont jouer un véritable rôle de régulation du climat. À Paita, au Pérou, grâce au courant venu des profondeurs qui remonte avec lui des nutriments, le climat est à l'origine de la vie. Et c'est grâce au courant de Humboldt en particulier que le Pérou doit sa place de deuxième producteur de poissons au monde. À Paita, on pêche essentiellement la pota, le calamar géant. Il finira à l'exportation en farine animale, en beignets surgelés ou encore en pâte à surimi. De quoi réjouir les pêcheurs de Paita. Ici, tout le monde rêve de se faire construire son bateau ou tente de se faire embarquer en mer. On rêve de poissons tous plus grands les uns que les autres et de pêche miraculeuse. Victor Silva, capitaine de navire, est sur le point de partir. Le temps de s'assurer que son équipage est prêt à lever l'ancre et son navire, l'impératrice Blanca Eugenia, pourra s'élancer à l'assaut du Pacifique. Salut les gars, comment ça va? Victor et ses hommes s'en remettent à la mer. Pas de canot de sauvetage pour laisser la place à la pota. Et le cœur plein d'espérance, pour oublier qu'on ne sait pas nager. Car comme partout ailleurs dans le monde, la mer a ses dangers. Une fois, on est parti pêcher la dorade coryphène. On n'était pas parti depuis longtemps quand le bateau a commencé à prendre l'eau. On n'avait pas attrapé beaucoup de poissons. Et le vent soufflait assez fort, un peu comme en ce moment. Et le matériel s'est emmêlé. L'eau a inondé la réserve et a commencé à faire fondre la glace. Il n'y en avait plus assez pour les 2 jours de pêche qu'il restait. En plus, le support du moteur s'est cassé. On travaillait en bas, les lignes étaient à l'eau, on avait un gros problème. Je peux bien faire ce que je veux et même me jeter à l'eau pour aller chercher les potas, mais si Dieu dit « Monsieur, il n'y a pas de potas », alors je n'ai plus qu'à continuer à en chercher jusqu'à ce que Dieu dise « Maintenant, tu peux ». Et là, j'en pêcherai. Les hommes cherchent des poissons dans la mer en invoquant le ciel. La providence est vieille comme la pêche. C'est en réalité ce fameux courant de Humboldt
qui décide de la présence ou non du poisson dans la région. Car le Humboldt, comme tous les courants maritimes, transporte dans ses eaux des milliards de petits organismes vivants. Des larves, des mini-algues, des bactéries. Tout un monde que l'on appelle le plancton et qui nourrit les poissons. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ces petits organismes à la base de la chaîne alimentaire marine jouent également un rôle considérable dans la régulation du climat. Pour comprendre leur fonction exacte dans la machine climatique, le navire d'expédition Tara parcourt les océans depuis plus de 10 ans. Et c'est en direction de la côte sud-est du Groenland qu'il met actuellement les voiles. Tara, un capitaine, une dizaine de membres d'équipage, tous au service de la science et du vivant. À force de prélèvements dans les eaux de la planète, de persévérance et de conviction, marins et scientifiques sont parvenus ensemble à mettre en perspective le rôle déterminant des océans dans la régulation du climat. À bord, Gabi Gorski, spécialiste du plancton. Il est sur le point de mettre à l'eau son filet manta pour son premier prélèvement de la journée. On relève les positions GPS, heure de départ et tutti quanti pour avoir tous les données nécessaires pour estimer ensuite le volume et surface. Donc en fait on peut laisser filer tout le bout, ça c'est les 80 mètres pour qu'il soit derrière le sillage. Ouais. Le filet manta est mis à l'eau. De sa gueule béante, il ratisse les 20 premiers centimètres de la surface. Microplancton, microalgues, tout ce qui dérive sera collecté puis échantillonné. Une demi-heure d'attente avant le Saint Graal. Avec un soleil qui ne se couche pas à cette période de l'année, et grâce à un fort apport en nutriments, les eaux arctiques sont riches. Il ne faut pas attendre longtemps pour que le filet de Gabi tombe sur un bloom planctonique. Une explosion de vie, spontanée. Ce phénomène de multiplication est d'une telle importance qu'il peut être observé depuis l'espace. Au bout d'une demi-heure, on relève le filet. Gabi va pouvoir répertorier et échantillonner le plancton, et ainsi préciser le rôle de ce dernier dans la régulation du climat. Pour l'heure, la collecte semble réjouissante. Quand même incroyable. C'est incroyable. Faire une pêche de jour de surface de plancton et avoir cette quantité-là, c'est hallucinant. Hein. D'habitude, on a tout petit peu, là c'est quand même dans 5 litres, donc on peut dire d'un tiers d'un litre, c'est rempli par surtout des petits copépodes. On va voir sous microscope qu'est-ce que c'est. Et un petit peu de gélatineux, mais une quantité énorme pour la surface et le jour. Je suis arrivé à la conclusion que la vie est un miracle. Quand on regarde la physique, la chimie, la biologie, la génomique, comment est-ce que la vie a progressé? Comment est-ce que la vie s'est créée? Il faut être conscient que nous faisons partie d'un écosystème, partie de la Terre, partie d'une planète. Chaque organisme, c'est un écosystème. Nous sommes un écosystème. Le plancton, qu'il soit d'origine animale comme les copépodes ou d'origine végétale comme le phytoplancton, représente plus de 90% de la masse du vivant des océans. Le phytoplancton, c'est du plancton végétal. Comme les forêts primaires, ces mini-algues font respirer notre planète. Elles absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour libérer de l'oxygène. Ce sont ces petits organismes qui ont contribué il y a des milliards d'années à la création de l'atmosphère. Ce sont eux qui ont activé la machine climatique. Sans eux, rien ne serait possible. Ils sont aussi les premiers maillons de la chaîne alimentaire marine. Et de leur santé dépend la nôtre, car ce sont les hommes qu'on trouve en bout de chaîne.
Et en mer de Célèbes, Baisaran et Conaldati en sont un bon exemple. Voilà plusieurs jours qu'ils sont en quête d'un lagon où pêcher. Ils se déplacent au rythme du courant et du plancton, tentant de déjouer les caprices du ciel. Leurs embarcations de fortune pour seuls abris. Nous, on est nomades, on vit au rythme de l'océan. Notre prochaine destination dépend du poisson, qui lui-même dépend du courant. Disons que si le courant va dans cette direction, eh bien on va avec lui. Et si à l'arrivée il pleut, eh bien il pleut. Pas le choix, c'est comme ça. S'il ne pleut pas, c'est mieux, forcément. À l'arrivée, le soleil est au rendez-vous. Et pour être certain que les courants conduisent Baisaran et son clan sur un banc de poissons, c'est Sibline qui se jette à l'eau, l'un des meilleurs chasseurs-plongeurs de la région. Une dernière inspiration pour un exploit à couper le souffle. Sibline semble être l'un des derniers à se souvenir que l'océan nous fait respirer. Il est capable de rester plusieurs minutes sous l'eau, en quête de poissons et par 15 mètres de fond, défiant les limites du corps humain. Son corps est si dense qu'il peut rester en position debout, comme s'il chassait à terre. Son cœur passe à 30 pulsations minutes. Son instinct de survie lui indique le moment où tirer. Quand les gens de la Terre me voient, ils me demandent « Est-ce que tu utilises des plombs pour descendre au fond ?» Je leur réponds que non. « Mais alors comment c'est possible ?» me demandent-ils. « Comment est-ce possible que tu marches au fond de l'eau ?» En fait, j'ai un don particulier. C'est un chaman qui me l'a dit. Et je suis maintenant capable de rester plusieurs minutes sous l'eau. La chasse sous-marine, c'est fait pour moi. Je me sens bien là-dessous. Et la raison pour laquelle je me sens si bien, c'est qu'une fois que je plonge et que je suis au fond de l'eau, eh bien en fait, je pense plus à rien. Ça me vide la tête. La mer est constituée d'eau. L'eau, pour tout être terrestre, est l'élément non respirable, l'élément de l'asphyxie. Sauf pour Sibline, qui est presque devenu un homme-poisson, en symbiose avec son élément. Et en réalité, c'est lui qui a raison. La mer fait le lien entre la surface et les profondeurs. Grâce au courant, notamment, elle absorbe le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour libérer de l'oxygène. C'est elle qui, en surface, nous donne de quoi respirer, en plus du poisson dont on se nourrit. Les Bajau peuvent maintenant manger, les mains dans le plat mais un œil sur la mer, l'autre sur le ciel. Car c'est la période des grandes marées, et Baisaran se veut méfiant. La marée, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais. On ne connaît pas grand-chose à son sujet. Ce qu'on sait, c'est que si on se laisse dériver avec elle, elle peut nous emporter. La marée, c'est la mer qui respire. Elle vient, elle repart. Et de nos jours, les courants et les vents sont de plus en plus forts. Et on ne sait pas pourquoi. C'est compliqué pour nous. Les Bajau sont comme des sentinelles du climat, car des vents et des courants plus forts, ce sont les symptômes d'un changement climatique. Parce que l'océan et le climat sont indissociables, parce que le ciel et la mer sont liés depuis la nuit des temps. En tournant sur elle-même, la Terre produit des vents qui, au contact de l'océan, créent de véritables courants marins,
capable de déplacer des millions de mètres cubes d'eau. L'eau chaude des tropiques remonte ainsi vers les pôles. Les régions polaires refroidissent l'eau chaude de surface, qui devient plus dense, et plonge alors dans les fonds de l'océan, emportant avec elle le dioxyde de carbone de l'air. Les courants jouent ainsi le rôle d'une véritable pompe à chaleur, qui régule le climat de la Terre. Sans le savoir, Baisaran et Slava sont connectés comme le sont la mer de Célèbes et le pôle Nord. Nous sommes à quelques jours du printemps sur la petite station météo de Rodovarica, et Slava en est à son 3e relevé de la journée. Quantité 6-7 points. Direction du vent, sud-sud-ouest. Température, moins 1,4 degrés. Maximale. Moins 1,2 degrés. Et après avoir secoué, moins 1,4 degrés. Le printemps arrive plus tôt et l'automne plus tard. Tu sais, avec le réchauffement, les Pays-Bas seront peut-être inondés. La Russie aussi, mais pas entièrement. Et quand tout cela aura lieu, je serai de toute façon à la retraite depuis bien longtemps. Je ferai pousser des légumes autour de ma datcha. Et puis au bout de mon jardin, j'aurai un petit bateau sur lequel j'irai à la pêche. Du coup, j'ai pas peur du réchauffement. Regarde ces étendues. Sais-tu à quel point il est plaisant de se retrouver dans la toundra quand tu fais 30, 40, 50 km et qu'il n'y a aucune habitation alentour? Où que tu poses le regard, tout est d'un blanc immaculé. L'horizon fond. Et au fond du ciel, c'est un abîme sans limite. De l'autre côté du monde, au large du Pérou, Victor et ses hommes sont sur le pont. Et il y a comme un quelque chose de différent dans l'air et dans l'eau, qui leur fait dire que la pota, les calamars géants, sont dans les parages. L'espoir et les pronostics vont bon train. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé autant de potas en cette saison. Nous ne pensions pas qu'il y en aurait autant. Elles sont plus au nord d'habitude, mais elles se déplacent vers le sud depuis quelque temps. Cette migration, c'est un nouveau symptôme du changement climatique. À mesure que la planète se réchauffe, le plancton migre vers les eaux froides. Et avec le plancton, c'est toute la chaîne alimentaire qui se déplace vers les pôles. Victor et ses hommes sont aux avant-postes d'un monde qui change. Leur zone de pêche exclusive et les lois qui les protégeaient hier seront bientôt caduques. Le climat est en train de redistribuer les cartes de la pêche mondiale. La pêche industrielle veut prendre notre place. Une place que nous avons pourtant chèrement acquise, nous les artisans. Les Chinois, les Coréens, les Japonais aussi. Ils veulent tous pêcher ici. Ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils ont pratiquement fait disparaître la sardine, l'anchois aussi, et maintenant ils veulent en faire autant avec la pota. Du coup, il y a deux possibilités. Soit on prend conscience de tout ça, nous les pêcheurs,
Et il en restera encore. Pour ça, il faut qu'on adopte des quotas, qu'on se discipline davantage, qu'on pratique une pêche durable. Soit on ne fait rien, et alors là, d'ici 15 ans, il n'y aura plus de potas. En attendant les bonnes résolutions sur la pêche industrielle, les hommes de Victor sortent malgré tout leur première pota de l'eau. Et bientôt, la fréquence des prises confirme qu'un banc de potas s'offre naïvement une danse sous la carène du bateau. De longs tentacules rétractiles, elles-mêmes dotées de puissantes ventouses pour immobiliser des proies importantes. Des pigments changeants, qui semblent aussi traduire leur humeur. Et un orifice buccal assez puissant pour broyer ses victimes d'un coup sec. Voilà Dosydicus gigas, le diable des profondeurs en personne, comme les pêcheurs aiment l'appeler, le calamar de Humboldt. Attention, plus tu es mouillé, plus tu risques de glisser. Ça nous donne assez d'argent pour survivre et pour entretenir la famille. Je rejette les viscères à l'eau. Et les autres potas vont les manger. Il est grand celui-là. Il pèse combien d'après toi? 8 kilos? Tu rigoles, je dirais au moins 20 kilos. On en a pêché qui pesait jusqu'à 90 kilos. La pota peut t'attaquer. Elle peut te tirer vers le fond. En une nuit, Victor et ses hommes auront réussi à sortir de l'eau 12 tonnes de potas et à remplir les cales. L'impératrice Blanca Eugenia, le ventre plein, peut maintenant fièrement rentrer au port. Au large du Groenland, le navire d'expédition Tara, quant à lui, vient de jeter l'ancre. Olivier Gilg, sa femme Brigitte et leur fils Vladimir ont repéré une île sur laquelle ils devraient pouvoir effectuer des prélèvements et des comptages. Car voilà plus de 10 ans que cette famille d'ornithologues parcourt l'Arctique. Et avec cette mission Tara, ils vont pouvoir mettre à jour un précieux inventaire des oiseaux du Sud-Groenland. Les oiseaux de la région sont en effet considérés comme de véritables marqueurs climatiques. Le pied à terre, c'est la sterne arctique qui les reçoit. Cette dernière est particulièrement étonnante. Le climat et les saisons conditionnent entièrement sa vie. Elle effectue chaque année un voyage de 70 000 km d'un pôle à l'autre pour y trouver des températures favorables à son développement. Jusqu'à atterrir ici, tenter de s'y reproduire avant de repartir. Oh, puis lui, c'était un nid de 2 œufs, donc c'est bon. Il doit y avoir des jeunes. Tu cherches les jeunes, Vlad? Ah, on brûle là. Oh, c'est agressif, hein? « 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 180. Ça fait 5, je retiens 5, 6, 255 nids. C'est énorme. Énorme. Il n'y a même pas 2000 m² là d'habitat favorable. À raison de 2-3 œufs par nid, ça fait plus de 500 jeunes qui peuvent éclore sur un petit bout comme ça. Compter les nids et ramasser les plumes. Cette science de l'oiseau paraît dérisoire, mais elle est en réalité très efficace. Depuis 5000 ans, les hommes observent les oiseaux et leur migration. Ce savoir transmis par des générations d'ornithologues raconte le changement du climat. Et en la matière, la sterne arctique est un véritable exemple de résilience et d'espoir. Dès qu'on entend ce cri, nous c'est une ambiance arctique, même quand on les voit en migration, plus au sud en Europe.
Et c'est une espèce assez emblématique de l'Arctique et qui a une migration fabuleuse puisqu'elle va en Antarctique en hiver, qu'elle revient ici pour nicher chaque année. Elle incarne vraiment l'Arctique et cette interface terre-mer avec des prédateurs qui viennent s'en nourrir comme les renards et elle-même qui va se nourrir de petits crustacés, de petits animaux, de petits planctons. Oh purée, il y a un poussin là. Mort. Ah mince, Ah oui. Un poussin de quoi? Eider. D'accord. Oula, il est gros en plus. Celui-là, il était déjà né depuis un moment. Hein. Pour un scientifique, la mort, la vie sont connectées, comme le sont prédateurs et proies. Tout n'est qu'une question d'équilibre. Alors bon, les eiders vivent très vieux, hein, donc ça ne va pas les empêcher de revenir l'année prochaine. Il y a quand même assez peu d'îles favorables pour la nidification, donc elles vont revenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. C'est pas simplement la température qui est le thermomètre qui va agir sur une espèce. C'est l'eider avec le goéland, avec l'ours, avec la banquise, avec la pluie aussi. On a vu dans le nord qu'autrefois il n'y avait pas du tout de pluie au nord du Groenland en été. Aujourd'hui on commence à avoir de la pluie et certaines espèces qui nichent là-haut ne sont pas du tout adaptées à la pluie. Les poussins ont un duvet qui ne leur permet pas de survivre à 1 ou 2 jours de pluie, donc les colonies entières sont décimées très vite. Je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est vrai que la nature, elle s'adaptera d'une façon ou d'une autre. Des espèces vont disparaître, d'accord, mais pourquoi aujourd'hui on parle tellement du réchauffement climatique? Parce que c'est l'homme avant tout qui va être atteint. Les oiseaux, ma foi, voilà, quelques espèces vont disparaître, les autres vont monter au nord, mais des nouvelles communautés vont se former avec des nouvelles interactions, justement, mais ça ne sera pas à la fin du monde. La fin du monde n'est pas pour tout de suite, mais d'ici 2050, on prédit la disparition d'un oiseau sur 6, d'un reptile sur 5, d'un mammifère sur 4. Avec l'équivalent de 15 milliards de tonnes de dioxyde de carbone relâchées chaque année dans l'air, l'océan a beau faire ce qu'il peut, la pompe arrive à saturation. Les nomades Bajau Laut, eux, ne maîtrisent pas les rouages de la science, mais ils sont les héritiers d'un savoir que Dame Nature leur a transmis. Ce que les Bajau nous enseignent, c'est d'apprendre à écouter et à respecter les éléments. Le feu, la terre, le ciel et l'eau nous procurent le chaud, le sec, le froid et l'humide. Les composantes du climat sont indissociables l'une de l'autre et sont en harmonie lorsqu'elles sont à l'équilibre. Dès que le ciel et la marée le permettent, Konaldati et ses frères se munissent d'un masque et d'un seau. Ils interrogent les profondeurs, en quête de coquillages et de bénitiers géants. Car la vie des Bajau repose essentiellement sur celle des récifs de corail, qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Ces hommes-poissons savent que les coraux sont vivants. Le corail n'est autre qu'un gélatineux de la famille des méduses. C'est un plancton. Un plancton qui ne dérive plus en surface avec les courants, mais qui est fixé au sol. Munis de racines et de branches, les coraux forment de véritables forêts sous-marines tropicales. Et comme les forêts, elles abritent la vie et pompent le carbone de l'air. Leur rôle est déterminant dans la régulation du climat. Pourtant, ces coraux si importants pour le climat disparaissent. Dans la région, c'est au cyanure et à la dynamite que les sédentaires ont l'habitude de pêcher. Il y a des pêcheurs qui viennent d'ici, d'autres de là-bas. Les ressources finissent par s'épuiser. Et puis, on n'est pas autorisé à aller pêcher sur ce récif là-bas, sur celui-là non plus. Ce sont des aires marines protégées. Bientôt, on ne pourra même plus venir ici. On est chassés par les pirates des Philippines aussi. Les hommes sont devenus fous. Qu'est-ce qu'on devient, nous? Du coup, on est venu se réfugier ici. Mais ce matin, c'est pour ramasser du bois et réparer le toit d'un bateau qu'ils accostent. Une île aux allures de paradis qui recèle de secrets bien gardés. Pour Baisaran, mettre le pied à terre, c'est faire prendre des risques à toute sa famille et l'exposer au danger.
Dès lors, une seule obsession, en finir avec la halte et s'en remettre au ciel et à la mer. Amène ça là-bas. Rentre te reposer. Maintenant? Oui, rassemble les morceaux de bois. Prends le tas et emporte tout ça au bateau. Posez-vous, faites une sieste, j'arrive. On ne dort jamais à terre. Tout ce qui se trouve à terre nous démange et nous gratte, particulièrement quand vient la nuit. On est très effrayé par la forêt. On se fait étrangler. Si on n'est pas à bord du bateau, eh bien, on ne se sent pas bien. Le démon de la forêt peut surgir à tout moment pour nous étouffer si on reste là. Les esprits de la mer, eux, ce sont des gentils. Ils nous préviennent du danger. Ils ont les apparences du varan. Ils nagent, ils se déplacent jusqu'à nous. Ils viennent directement à nos bateaux pour nous avertir. Et si vous n'êtes pas autorisé, c'est mieux par là. Et si on se comporte mal à l'égard de notre prochain, il y a un risque pour que les esprits de la mer nous abandonnent. Pour entretenir cette relation avec eux, on doit faire des offrandes à l'océan. Et si on se comporte bien, rien ne peut nous arriver. Heureusement, les Bajau Laut, en se laissant guider par l'esprit bienveillant du Varan, suivent les conseils de la mer. Et avec elle, la course des courants, du soleil et du plancton, à l'origine du vivant. À l'autre bout du monde, le printemps est arrivé avant l'heure. D'ici quelques semaines, la neige devrait laisser sa place au sable. La banquise est sur le point de disparaître. La mer se libère progressivement de ses glaces. Et c'est avec elle que Slava a rendez-vous. Une drôle de canne à pêche à la main, il est sur le point de prendre la température de l'océan Arctique. Alors, la température est de moins 1,8 degré dans la couche supérieure de l'eau. La glace est bosselée à hauteur de 9-10 points, et c'est tout. Le travail est terminé. Avant, on avait la banquise. L'année dernière, elle avait quasiment disparu. Tandis qu'il y a 3, 4, 5 ans, la banquise s'étendait sur 2-3 kilomètres. Durant toute l'histoire de la Terre, il y a déjà eu de tels changements. Des réchauffements eux-mêmes suivis de refroidissements. La mer, c'est toute ma vie. Je ne peux pas vivre sans. Même si je pars à la retraite, je ne pourrai sans doute pas rester longtemps loin de la mer. Il faut passer beaucoup d'années ici pour ressentir les choses. C'est difficile de trouver les mots justes. Et puis sans rien rajouter, Slava s'en est retourné. Sur le navire d'expédition Tara, Gabigorski, quant à lui, poursuit sa mission. Il s'apprête à inspecter d'un peu plus près le plancton à l'origine du climat. Aussi petit soit-il, si le plancton devait subir un stress lié à une hausse des températures, les conséquences pourraient lui être fatales. Et il semblerait qu'un invité de la dernière heure menace déjà ce fragile équilibre. On a deux spécimens assez caractéristiques de ces eaux, les copépodes, les petits graines de riz, et des amphipodes avec des grands yeux. Donc malheureusement, on a aussi à la surface du plastique qui flotte, les fragments de plastique, en sachant que la vie est présente sur cette planète, on pense, depuis à peu près 4 milliards d'années. Le plastique existe que depuis 60 ans. Et on a réussi, l'homme a réussi de polluer tous les eaux, du pôle sud au pôle nord, tous les océans, quasiment toutes les rivières, partout il y a.
Je dis des fois aux étudiants, c'est pas la peine de jeter le sac plastique dans la poubelle. Vous l'assaisonnez bien, vous le mangez directement, de toute façon il va revenir dans vos assiettes. Déjà sur l'image, on voit le fractionnement. Et ça va revenir dans la chaîne alimentaire jusqu'au poisson, on le sait. Donc, sachant ça, je suis optimiste parce que je pense que tout le monde peut comprendre ça, y compris les échelons politiques. Et donc, faire l'effort de remplacer le plastique qui n'est pas nécessaire par des produits biodégradables. On sait les plastiques dangereux pour la chaîne alimentaire et pour notre santé. Mais ils sont dangereux pour le climat aussi. En bloquant la lumière ou en polluant les nutriments, les plastiques troublent le développement du plancton, mettant à mal les liens qui unissent le ciel, les hommes et la mer. Victor Silva, quant à lui, ne veut pas en rester à ce triste constat. À peine rentré de sa pêche fructueuse au calamar géant qu'il est déjà reparti, avec sa femme et sa fille cette fois. Il les emmène sur Isla Foca, où on ne compte pas moins de 54 espèces de poissons, 32 espèces de mollusques, des mammifères, des étoiles de mer, des crustacés, et du plancton à foison bien sûr. Et puis à l'abri des regards indiscrets, on trouve aussi une colonie toute particulière, dont l'observation oblige à l'accostage et à la grimpette. Allez ma chérie. Là, en plein soleil, quelques lions de mer se prélassent. Ils sont les principaux concurrents des pêcheurs, car ils se nourrissent eux aussi de calamars géants. Il y a quelques années, les pêcheurs de la région à coups de rame en ont tué des milliers. Mais Victor condamne, et il a ses raisons. On voulait venir ici pour montrer à Bianca la diversité de la faune marine. Ici, c'est particulier. Deux courants se mélangent. Du coup, il y a des lions de mer, des manchots et plein d'oiseaux différents. C'est la première fois qu'elle voit tous ces animaux. Peu de pêcheurs sont sensibles à ça. La plupart ne voient que son intérêt. C'est de l'opportunisme. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis pêcheur. Et chaque jour, je vois que la température de l'eau grimpe un peu plus que la veille. J'aimerais bien qu'on m'entende, parce qu'on doit savoir le mal que l'homme fait à la mer et à la faune marine. Les espèces disparaissent. Par exemple, ici, il n'y a plus de sardines. Et dans d'autres parties du monde, comme au large de l'Espagne, il n'y a plus autant de poissons qu'avant. Il faut prendre conscience de ça, pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est ça mon message. Il faut en prendre conscience. L'océan est le principal régulateur du climat. Chaque être vivant dépend de ce fragile équilibre. De cette prise de conscience dépendra le monde de demain.